antenne pour 2 heures de direct avec vous en ce samedi soir où nous avons coutume de lancer le thème des relations amoureuses et intimes. Vous êtes nombreux dans cette émission à nous parler de conflits qui vous opposent douloureusement à vos proches et je voudrais ce soir revenir sur cette notion de conflit qui malheureusement nous effraie bien souvent et est ressentie comme du désamour. Or, être en désaccord ne signifie pas pour autant qu'on ne s'aime pas ou plus et n'aboutit pas nécessairement au conflit. Comment voulez-vous être toujours d'accord ? C'est impossible puisque nous sommes chacun très différents et que nos singularités s'affrontent dans les petites choses du quotidien comme sur de grands sujets. Le conflit survient lorsque l'on veut imposer sa façon de voir à l'autre et surtout lorsque l'on cherche à ce que l'autre tombe d'accord avec nous. Chacun cherche alors à faire valoir ses arguments sans écouter ceux de l'autre. Plus personne ne s'écoute et, bien, c'est l'escalade. Plus on s'accroche à notre conviction, plus on entre dans le désaccord et c'est le conflit. Souvent, le désaccord, c'est l'erreur de l'autre, l'autre qui a tort. Il est essentiel de reconnaître que nous ne sommes pas d'accord et chacun doit chercher à comprendre ce qui est important pour l'autre de façon à ne pas se braquer et entrer en conflit. Enfin, il est possible d'accepter qu'on ne soit pas d'accord et de constater que 2 positions différentes peuvent cohabiter. Se dire qu'on a chacun raison, même si on ne pense pas la même chose, et chercher ensemble une solution qui convienne aux 2. Bref, être constructif ensemble. Et la dispute peut servir à mieux se connaître et à s'enrichir mutuellement dans le respect de chacun. Allez, on en parle ce soir si vous voulez. Quentin et Corentin attendent vos appels au 39 21 et c'est Romain Diomède qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit ou partagez avec nous en envoyant un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Sophie Peter sur Europe 1, 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Je suis impressionnée. Donc, oui, on est juste toutes les deux, comme vous êtes, on est au téléphone ensemble, on va dire. D'accord. C'est moins impressionnant quand on se dit ça, quand on prend cette image-là, puisque vous êtes un téléphone et moi je suis devant un micro dans un joli espace tout bleu avec des lumières, voilà, mais on est toutes les deux. D'accord. Je vous appelle en fait, c'est parce que ce soir j'ai effectivement eu un conflit avec mes parents. Oui. Ça tombe bien cette introduction. Oui. Et je suis dans le thème. Oui. Nous avons une discussion parce que nous aimerions que j'aille mieux. Parce que j'ai eu un traumatisme il y a quelques années qui renvoie à un traumatisme de mon enfance. Oui. Et nous ne sommes pas d'accord sur la façon de faire. En fait, mon père c'est un traumatisme en relation avec le monde médical. Mon père lui-même est infirmier et il a une grande opinion de ce monde-là. Et il est, je crois, très, très triste que moi je sois dans une situation compliquée par rapport à son milieu professionnel. Oui. Et en fait, il pense que je dois consulter un psychiatre et moi je me sens mieux avec un psychologue. D'accord. Oui. J'ai déjà, il y a quelques années, j'ai consulté un psychiatre, pas longtemps, ça s'est mal passé. Il a utilisé la technique de la provocation, c'est ce qu'on m'a expliqué, et lui l'a confirmé après. Et j'ai vu après une psychologue quelques jours après, et ça s'est bien passé avec elle, ça m'a aidé, c'était constructif, Oui. et réparateur, mais j'ai pas pu continuer car j'ai déménagé. Et là, j'ai repris contact avec un psychiatre, et ça ça se passe mal depuis le début. Et elle est dans la provocation continuellement. Oui. C'est ce qu'elle m'a dit au dernier rendez-vous, qu'en fait c'était la provocation, la dernière chose qui m'a blessée. Et j'ai vu un psychologue hier parce que j'étais trop mal à cause de cette séance, et même de ces séances accumulées. Et elle a eu le même discours que la psychologue que j'ai vue il y a quelques années, et elle a aussi été réparatrice. Et en fait, nous sommes opposés par rapport à ça. Et ça me fait très mal que mes parents ne comprennent pas. Oui, ne comprennent pas. Vous Charlotte, et me mettent la pression. Oui, vous avez quel âge, Charlotte ?
37 ans. 37 ans. Et vous habitez toujours chez vos parents, ou en quoi vos parents, vous voyez, ont un avis ou un impact ou dans votre décision, ou de quelle façon, voyez, vous devez suivre l'avis de vos parents à ce sujet-là, qui est un sujet très intime, hein, qui vous concerne? Oui. En fait, j'ai arrêté de vivre suite à cet événement traumatisant il y a quelques années. J'ai plus d'amis, je ne travaille plus. Et je suis logée dans dans la maison de ma grand-mère. Il y a beaucoup d'espace et il y a 2 maisons. Et je suis logée chez ma grand-mère et juste à côté de mes parents. Et donc je suis dépendante en fait, matériellement. Je comprends. Et donc c'est eux qui financent en fait votre traitement, et donc vous devez leur rendre des comptes d'une certaine manière. Ils ont un avis à avoir sur la façon que vous avez de suivre une thérapie. C'est-à-dire qu'ils veulent pas financer. Et voilà, si c'est pas eux qui décident. C'est surtout ça en fait. Et que non seulement ça, je pense, ça atteint mon père dans son identité, mais en plus matériellement, oui. Et moi j'ai le sentiment, en vous écoutant comme ça, que vous êtes assez lucide sur ce qui se joue, en tout cas avec votre père, hein, et sur son identité ou ses croyances sur le milieu médical. Comment ça se fait, d'après vous, que vos parents ne tiennent pas compte de votre avis, ne vous écoutent pas, alors que vous dites que vous avez subi un traumatisme très très grave, vous êtes en souffrance et vous avez besoin d'être aidé sur le plan psychologique. Donc ça, là-dessus, vos parents sont entièrement d'accord. Comment ça se fait qu'ils ne tiennent pas compte de la souffrance de leur fille, qui, elle, sait ce qui est bon pour elle, puisque là, vous êtes très clair dans ce que vous racontez. C'est ce qui me blesse, oui. Ouais. Je ne sais pas, moi, en fait, le message que j'entends, qui n'est certainement pas celui-là, mais qui résonne en moi, c'est « fais-toi du mal ». Ah oui. C'est terrible, c'est terrible. C'est que quelque chose qui me répare, et je leur dis que ça me répare et que ça me fait du bien et que j'ai besoin de ça, et que pour le but que nous avons tous les trois finalement, que j'aille mieux, même tous les 4 avec ma grand-mère. Et je leur dis qu'à côté, en plus, c'est pas neutre par rapport à ma problématique. C'est pas comme s'il m'était arrivé quelque chose dans, je sais pas moi, vous voyez, c'est le monde médical. Un psychiatre, il est médecin, il est impliqué lui aussi dans tout traitement. Bien sûr. Et puis vous avez le choix de votre thérapie, en fait, hein, puisque c'est vous qui avez besoin de soins, d'être soutenu, d'être écouté. Donc il s'agit de vous, il s'agit pas d'eux. C'est pas eux qui vont chez le psy, c'est bien vous. Donc la démarche, c'est vous. Donc ils sont dans une démarche de soins. Est-ce que quand vous leur tenez ce discours-là, c'est-à-dire qui est très clair, hein, on a tous le même objectif, que j'aille mieux. Moi, je trouve par moi-même ce qui me fait aller mieux. Et vous, d'après vous, vous tenez la solution qui me ferait aller mieux, alors que je la connais pour moi-même. Oui. Est-ce que quand vous leur dites ça, ils écoutent ou ils n'écoutent pas? C'est quoi leurs arguments finalement pour dire que vous devriez voir un psychiatre plutôt qu'un psychologue? Je sais pas trop. Ouais. En fait, ils s'énervent et ils disent que quand on va pas bien, il faut consulter un médecin. Oui. Et que j'ai pas les moyens de toute façon. Ah oui, parce qu'il y en a un qui est remboursé, effectivement, et le psychologue que vous avez choisi, n'est pas remboursé. Non, c'est à ma charge. D'accord. Et pour vos parents, c'est un trop gros budget? Très honnêtement? Non, ils pourraient m'aider. Ils pourraient m'aider s'ils le souhaitaient. Oui, donc c'est pas une histoire d'argent, donc. C'est un faux prétexte. Oui. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est en rapport, et je ne sais pas dans quelle mesure vous voulez en parler là à l'antenne, Charlotte, de ce que vous avez vécu, du traumatisme que vous avez vécu? Il y a un lien? Je me pose la question. Je me pose la question. Je sais que eux se sont sentis avec un sentiment d'une grande impuissance en fait. Oui. Par rapport à ce qui m'est arrivé. Non, Vous n'avez pas envie d'en parler? Oui. Si je peux dire, personne ne me reconnaîtra. J'ai été opérée récemment, il y a quelques années, par un chirurgien qui a cru que j'étais stressée et que j'étais anesthésiée alors que je n'étais pas anesthésiée. L'anesthésie n'a pas pris. Oui. Et donc, il m'a opérée quand même.
et j'ai perdu connaissance. Ça a été, voilà. Et ça renvoie à quelque chose que j'ai subi quand j'étais petite aussi, une hospitalisation avec une grande douleur, une atonie psychomotrice. Et en fait, voilà, ça résonne de cette façon. Excusez-moi, je suis perdue, je sais plus. Non, j'entends, Charlotte. Je vous suis en fait. En fait, donc vous avez été victime d'une erreur médicale, hein, et donc dans le cadre d'une opération. Et en fait, vos parents pensent qu'il faut que ce soit la médecine qui répare l'erreur médicale. Il y aurait quelque chose comme ça. Oui, il y aurait que qui seraient capables. Oui, de réparer le mal par le mal. Et pourquoi vous dites les psychiatres que vous avez vus, ils ont employé la provocation? Alors j'essaye de comprendre, hein, dans votre cas, en plus de victime d'une erreur médicale, sur quoi ils vous provoquent quand ils vous provoquent? Alors la première fois que je l'ai rencontré, j'avais rencontré une infirmière avant. C'était dans le cadre d'un CMT. Et j'étais blessée à la main, en fait. Cette blessure à la main, j'ai dû être opérée. Ça m'a bouleversée. Et donc, j'étais vraiment perdue. Et elle était au courant que j'étais blessée à la main. Elle m'a écrasé la main très, très fort. Et quand je lui ai dit que j'étais blessée, elle a souri. Et voilà, elle ne s'est pas excusée. Et ça a commencé comme ça. Ah oui, c'est particulier, ouais. C'est pas normal, on m'a dit. Non, c'est pas comme ça normalement. Non. Et donc ça c'est le premier contact. Et à la dernière séance, le lieu il a une configuration qui me renvoie à la pédiatrie, au lit. Oui. Et donc moi ça me bouleverse à chaque fois. C'est des fenêtres très très hautes avec des barreaux. Oui. Et moi en fait j'ai réalisé que j'avais le sentiment d'entrer dans un lit pédiatrique quand je rentrais dans cette pièce. Et elle s'est moquée de moi. Elle m'a dit qu'elle était très choquée parce que je lui disais que jamais dans sa carrière on lui avait dit une chose pareille. Et moi, ça m'a bouleversée. Elle m'a dit qu'elle m'avait provoquée. Alors, je sais pas. C'est une technique, la provocation. Oui. Je n'avais pas entendu parler de ça. C'est pour ça que ça m'intéressait de vous entendre. Non, voilà, qu'elle vous dise qu'elle n'avait pas entendu ça alors que vous venez confier quelque chose qui vous trouble ou qui vous fait souffrir ou qui vous bouleverse. Bon. Mais en fait, par rapport pour en venir finalement à ce qui vous préoccupe là, c'est-à-dire le fait de pouvoir tomber d'accord, hein, avec vos parents et qui semblent eux détenir une vérité sur votre traitement. Qu'est-ce que vous pensez? Vous voyez, dans ces cas-là, quand c'est bloqué, vous qui connaissez un peu vos parents, qu'est-ce qui serait susceptible de comprendre ou d'entendre, puisque manifestement ils n'entendent pas ou ils ne comprennent pas vos arguments. Et dans ces cas-là, c'est comment j'essaye de comprendre ce que pense l'autre pour pouvoir en être entendu. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont en capacité d'entendre de votre part, puisqu'ils n'entendent pas vous ce que vous avez à leur dire. Mais rien en fait. Rien. Je leur ai dit tout à l'heure, tu as une vision des choses. Il y a des choses qui te conviennent à toi et qui ne me conviennent pas inversement. Oui. Et voilà, acceptons-le. Oui. Nous sommes différents et nous voulons être heureux l'un et l'autre. C'est ce qui compte. Respectons nos différences. C'est très beau. Oui. C'est très beau ce que vous leur avez dit. Il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien il n'y a pas de solution. Oui, il reste braqué. Votre maman aussi dans la même, parce que là il s'agit de votre père, votre mère aussi dans la même posture, ou est-ce que vous pourriez pouvoir en parler avec votre mère ou votre grand-mère pour qu'il y ait des intermédiaires, pour que la discussion puisse s'ouvrir un peu plus, pour que ce soit pas face à face? Oui. J'ai essayé, mais non, ça marche pas. Il n'y a rien à faire en fait. Ils sont tous les trois persuadés de la même chose. Ils font bloc, en fait, d'une certaine façon, ensemble. Oui. Est-ce que vous les avez confrontés, Charlotte, sur le fait qu'il était question pour vous d'un soin et qu'il y avait un paradoxe dans leur volonté de vous soigner en n'accueillant pas ce qui était soignant pour vous? Il y a un paradoxe. Oui. Et quand vous les confrontez à ça, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils redisent la même chose, que c'est un médecin qui peut m'aider. Voilà. Enfin,
c'est toujours pareil, ça tourne en rond. Oui, malgré finalement tout ce que vous nous avez raconté là et tout ce que vous avez raconté des séances que vous avez vécues, il reste braqué en fait, il reste braqué sur un principe, ça s'appelle un principe. Oui, c'est ça. Sans jamais vous écouter. Vous auriez un autre moyen, Charlotte, de tout en continuant bien sûr à être soutenue sur le plan matériel par votre famille. Est-ce que juste sur ce plan de la thérapie et la psychologue, est-ce que vous auriez un autre moyen d'être aidé? Est-ce qu'éventuellement il vous donne un peu d'argent de poche qui permettrait de financer de façon un peu autonome, quitte peut-être à faire attention sur autre chose, ces séances et autres solutions? Est-ce que vous pourriez vous en ouvrir à la psychologue, parce que tous les thérapeutes peuvent aussi, quelquefois, revoir leurs tarifs dans certaines circonstances. Je pense à des étudiants, à des chômeurs, vous voyez. Oui. Tout thérapeute a dans sa clientèle, dans ses patients, des gens vraiment en situation à aider, qui sont accueillis j'allais dire, pas tout à fait au même tarif. Alors, ma thérapeute, je l'ai vue qu'une fois, là. Je sais pas. Oui, mais que ferait la revoir pour lui en parler? J'espère la revoir, oui. Quant à l'aide de mes parents, je pense que, c'est très difficile financièrement parce que j'ai un crédit étudiant sur les épaules et, j'ai du mal à m'en sortir. C'est compliqué. J'ai très très peu d'argent et ils m'aident un petit peu, mais je crois qu'ils vont m'aider beaucoup moins pour que je ne puisse pas y aller. Et mais ils sont pas forcément au courant que vous y allez. Vous pouvez être ailleurs. Je leur ai dit parce que, oui, au moment où j'y vais, oui. Vous pourriez tout à fait dire que vous allez chez le psychiatre et aller chez la psychologue. Ils sont pas derrière vous. Faudrait que je monte. Ouais. Oui. Après, pourquoi pas? Oui, non, mais à un moment donné. Je mens jamais, mais pourquoi pas? Oui. Mais Charlotte, c'est pas, c'est pas tant une histoire de mensonge, c'est quelque chose de protection pour vous, pour être autonome. Parce que là, vous avez 37 ans, vous êtes une adulte et ils se comportent avec vous comme si vous étiez mineur. Donc ils ne respectent pas non plus votre statut d'adulte. Moi, c'est ça que je trouve aussi très inquiétant dans la posture qu'ils prennent avec vous. C'est-à-dire, ils ne respectent pas la jeune adulte que vous êtes et ça ne vous aide pas du tout à être autonome. Et son autonomie, parfois, il faut la prendre un peu de force. Donc, effectivement, je prône pas du tout le mensonge pour le mensonge, mais quelque chose qui vous permet d'avancer en dépit des oppositions que vous avez. Sinon, vous vous soumettez à des parents qui vous imposent leurs lois, alors que vous êtes une jeune adulte. J'avais mon autonomie avant, ce qui me fait souffrir. Oui, bien sûr, c'est pour ça. Que je travaillais. J'entends bien, Charlotte. Donc, c'est vrai que je tenais moins compte de leur avis. Et vous pouvez plus travailler à cause de ce que vous avez subi, ou vous êtes en incapacité? Oui. Parce que c'est à cause de ça. À cause du trauma, ou est-ce que c'est physique? Oui. Non, c'est psychologique ou physique? C'est les deux. Parce que vous avez une main abîmée, c'est ça? Là, en plus, j'ai une main abîmée, mais c'est pas ça qui m'a traumatisée. L'opération de la main s'est très bien passée. Par contre, j'étais anesthésiée normalement. D'accord. Donc, c'est l'autre opération? Oui. Qui vous a laissé des séquelles qui font que vous ne pouvez plus travailler? Oui. D'accord. C'est des séquelles énormes. Je me sens plus le droit d'exister. C'est comme si on voulait m'annuler. Vous êtes senti comme en danger de mort, en fait, comme si on avait voulu un peu vous tuer. Oui, c'est ça. Oui. Et j'ai du mal à faire confiance maintenant aux gens. Oui. Et en fait, je croyais que j'étais en train de mourir. Oui. J'ai ressenti mon corps d'une façon très bizarre. Oui. J'ai eu un état de conscience très modifié. différent. Oui. Et j'ai perdu connaissance. Oui. Et c'est vrai qu'au moment de l'opération de la main, ça a été très bouleversant pour moi dans mon rapport au corps, parce que j'avais l'impression que je perdais le lien avec moi-même. Avec votre corps. Et c'est retrouvé maintenant. Mais c'est vrai que il y a un impact très fort de cette opération sans anesthésie. Oui, elle s'est passée de manière très violente, même dans les mots, dans les regards. Oui, vous êtes senti une véritable agression pour vous. Et le fait de travailler voudrait dire pouvoir faire confiance, être socialement inclus, c'est ça qui n'est pas possible pour vous aujourd'hui? Ce
très difficile. Je crois parce que j'étais enseignante. Oui. Donc c'est être confrontée directement à une classe, à un public. Oui. Et c'est surtout qu'en fait, j'ai l'impression que je me souviens plus de rien en fait. Ouais, parce que vous avez pas j'ai l'impression que j'ai retravaillé perdu depuis. mes connaissances. Oui, ça c'est une impression. Et vous faites bien dire j'ai l'impression de. Pour ça, il faudrait vous confronter au réel. Est-ce que par exemple, quand on est enseignant, quelquefois on peut faire quelques remplacements d'un professeur malade ou absent. Est-ce que vous pourriez réassurer de temps à autre quelques cours, juste pour pouvoir reprendre confiance, parce que c'est que dans l'action que vous allez pouvoir prendre confiance. Ouais. J'avais essayé en donnant des cours particuliers. Et j'arrivais pas à réfléchir. En fait, j'étais obligée de noter toutes les réponses sur ma feuille pour être sûre de pouvoir la donner. Parce que j'arrivais pas à réfléchir, j'étais anesthésiée. Anesthésiée comme par hasard. Oui, anesthésiée, oui. Mais oui, on a l'impression que le sans anesthésie vous anesthésiez par ailleurs, vous voyez ? Comme quelque chose d'inversé. Ouais. Et ça a anesthésié vos facultés, votre envie de vivre. Cette anesthésie qui n'a pas fonctionné, qui a fait prendre que votre corps s'est complètement figé dans la souffrance. Vous avez anesthésié tout le reste. Ah oui. Oui, sans doute. Il y a Monica qui dit une erreur médicale s'indemnise. L'indemnisation pourrait vous permettre de vous rendre financièrement indépendante dans le choix de votre psy, dit Monica. Oui, mais chaque fois que j'en ai parlé à des médecins, en fait, ils se ferment. Et c'est trop tard maintenant. C'est trop tard parce qu'il n'y a plus de traces. À l'époque, tout le monde me disait de porter plainte parce que j'étais vraiment dans un état épouvantable. Ça se voyait beaucoup. Et vos parents, là, n'ont pas monté un dossier ? Ils ont été supportifs avec vous ou pas du tout dans ce moment-là ? Alors, ils auraient pu monter au créneau ? Oui, d'accord. Mais ils ont respecté que je ne veuille pas. Il aurait fallu que je subisse des examens médicaux. Je voulais pas qu'on me touche. Enfin, à l'époque, c'était trop d'accord. près. Alors, sinon, il y a une troisième fois auquel je pense, en même temps que les auditeurs, parce qu'il y a Élise qui envoie un message, mais je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais il y a effectivement sur Paris, dans le 17e, un centre du psychotrauma, où vous pouvez dire d'ailleurs à votre père mais je crois qu'il y a des psychiatres d'ailleurs et des psychothérapeutes. Voyez d'aller dans un centre spécialisé dans le trauma. Il y a également, Élise dit aussi, dans le 9e, oui, il y a des psychologues gratuits. Il y a un centre. Donc, est-ce que vous êtes dans la région parisienne, Charlotte ? Non. Non, justement, je ne sais plus. Sinon, il y avait ma thérapeute là-bas. Oui, d'accord. Regardez dans la région où vous êtes, parce qu'il y a de plus en plus de centres spécialisés dans le trauma, psychotrauma. D'accord, je vais regarder. Et puis les CMP. Aujourd'hui, vous avez regardez quand même près de chez vous tous les centres qui existent et qui peuvent être aidants pour vous et vous accueillir soit à moindre coût, soit via la sécurité sociale. Et qui serait à mi-chemin entre peut-être pas un psychiatre, mais quelque chose qui serait pris en charge. Et qui du coup pourrait... Oui. En fait, au CMP, ils m'ont dit qu'il y avait une grande liste d'attente pour voir un psychologue. Je sais, c'est très long. Mais oui, sur quelqu'un en ville. Oui. Oui, donc alors... Vous confirmez que c'est quand même surprenant cet accueil qu'elle m'a fait. C'est pas me faire du mal pour me faire du bien, comme dit mon père. Ah non, mais qu'est-ce que ça veut dire, Charlotte? Mais vous vous rendez compte si on devait faire du mal? Mais bien sûr que non. Alors en plus, vous voyez, c'est intéressant l'expression faire du mal pour faire du bien. C'est un peu comme si l'erreur médicale avait été vous faire du mal pour vous faire du bien. C'est-à-dire vous opérez, mais vous bien sûr. Donc ça réveille. Oui. J'entends ça. En fait. Oui, ça réveille encore plus. Et comme on a eu raison. Oui, on a eu raison de te faire du mal. Voilà. Tu vois. Puisque finalement c'était pour te faire du bien. Oui. Alors, c'est pas, vous êtes mais pas. Mais c'est pas ce que je pense moi. Non, j'entends bien. Mais Charlotte. je l'entends pas. Par contre, ça me blesse de l'entendre. Oui, mais c'est certain parce que c'est pas reconnaître votre statut de victime. Et pour arriver dans la résilience et vous reconstruire, vous avez besoin que vos parents, vos proches, ceux qui vous aiment, ceux qui vous écoutent, soient déjà dans la reconnaissance de la blessure que vous avez vécue. Après, vous saurez bien sûr vous réparer. Et on l'entend que vous avez les capacités pour le faire. Mais, voyez, si la thérapie, c'était faire du mal pour faire du bien,
voilà, c'est quand même une approche un peu particulière qu'on confronte. Vous voyez, un patient à un scénario répétitif et que quelquefois, voilà, on ne va pas forcément dans le sens du vent. On peut confronter, recadrer, redonner une vision autre. Mais là, c'est l'expression que vous employez, moi, qui me choque un peu. Non, on fait pas du mal pour faire du bien. Ça fait penser. C'est moi qui le dis, mais je résume. Oui, j'entends bien, mais ça me fait penser à l'ouvrage d'une grande psychanalyste allemande, Alice Miller, qui a écrit C'est pour ton bien et qui explique l'éducation 19e où voilà, on élevait des enfants avec des choses très 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 difficiles, très très douloureuses, en leur disant c'est pour ton bien, et on faisait des ravages dans la psychologie de l'enfant, puis de l'adolescent, puis de l'adulte, et elle explique très bien le mécanisme. Donc non, on fait pas du mal pour du bien. Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, Charlotte. Non, ça n'existe pas. Y a Laurence qui dit vous allez regagner une confiance sociale progressivement, peut-être par le sport. Imagine Laurence. Il y a Myriam à Bordeaux qui demande si vous avez droit à une allocation adulte handicapé. Non. Et puis Élise propose, et alors on pourra vous mettre en lien avec vous, elle hors antenne. Élise, je vous demande à ce moment-là de nous envoyer par SMS vos coordonnées. Elle dit si Charlotte a besoin, je peux l'orienter en province vers un psychologue formé en psychotrauma. Donc je vous remercie Élise. Et puis Élise pourra effectivement vous orienter et trouver un centre. Mais là, il faut que vous soyez un peu rusée, Charlotte, parce qu'il s'agit de vous sauver et de gagner en autonomie par rapport à des parents qui aujourd'hui, encore une fois, sont pas dans l'écoute avec vous, et peut-être que votre père, et votre analyse me semble très juste, se sont un peu agressés par le fait que sans doute le milieu médical dans lequel il est et où il est sûrement très heureux professionnellement et fait une erreur sur sa fille, et il est peut-être dans le déni. Donc dans le déni, on est un peu agressif quand on est dans le déni, on veut pas entendre. Et peut-être que ça lui appartient. De la dire que voilà, vous êtes une mauvaise personne, vous faites tout mal, n'allez pas jusque là. Je pense pas que ce soit ce que le message de votre père, mais en tout cas son message est celui de quelqu'un assez en colère et du coup tout à fait dans le déni. Non, mais je pense pas qu'il pense ça non plus, effectivement. Et puis, comme dit Aliso, vous avez autant besoin d'une aide psy pour votre problème d'opération que pour la relation fermée que vous avez avec votre famille. Et vous avez besoin d'indépendance familiale. Donc, il me semble que choisir un psy en dehors du giron familial, pour vous, soit très thérapeutique pour le coup. Parce que ce sera une façon de marquer votre indépendance et de regagner en autonomie. Donc je crois que dans le choix du thérapeute que vous allez faire, Charlotte, et là vraiment je vous invite à trouver les moyens de le financer, de négocier, de voir ce qui est possible de faire, mais c'est très important pour votre autonomie, vraiment. Vous allez beaucoup y gagner. Et il y a Élise, son numéro. Merci beaucoup Élise, Quentin va vous rappeler hors antenne et on vous mettra en contact. En tout cas, je vous souhaite bon courage, Charlotte. Je vous remercie de nous avoir appelés. Moi, je vous engage à vous faire du bien et surtout pas vous faire du mal, promis. Et vous faire du bien, ça commence par vous, d'accord ? Donc, prenez soin de vous, Charlotte. Ça me semble vraiment important. Je vous embrasse. Au revoir, Charlotte. Bonne nuit à vous. Moi aussi, au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 3921. 50 centimes la minute plus. J'espère que vous les avez tous reconnus, Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, magnifique chanson. 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Lucie. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Je remercie Corentin pour m'avoir appelé. Je sais pas, je suis... Vous avez bien fait de nous envoyer un SMS en début d'émission. Alors, j'en profite pour le dire à l'antenne pour témoigner. Donc voilà, vous avez bien fait. Tout de suite, on vous rappelle. C'est vraiment très gentil, mais je n'ai pas l'habitude de parler. J'ai peut-être même jamais parlé de mon histoire et je suis gênée, je suis pleine de culpabilité. Je ne sais pas par où commencer. Je vais vous aider. On va en parler ensemble. Il n'y a pas de souci, Lucie. En fait, voilà la seule chose, que j'ai vu dans le message que vous nous avez envoyé, c'est que vous aviez des difficultés à vous remettre d'un cancer que vous avez eu il y a longtemps, donc.
J'ai eu un cancer il y a 18 ans. Oui. Durant ma grossesse. Ah, durant votre grossesse, oui. Voilà. Un cancer de quoi? Ça a commencé par les ovaires. Oui. J'ai une première fois été opérée avec mon bébé et puis ensuite j'ai poursuivi ma grossesse. Oui. Et j'ai donc accouché au 5e mois de grossesse d'un grand prématuré. Ouais. Et ensuite, j'ai fait une chimiothérapie, j'ai subi une hysterectomie. Enfin, bon, c'est pas ça qui a été le plus difficile pour moi. C'est après, quand je suis revenue avec mon fils, là où je vivais, c'est-à-dire dans le studio que j'occupais. Vous voyez, j'ai pas trop envie non plus de parler du papa parce que c'est un peu compliqué. Parce qu'il n'était pas à vos côtés. Il n'était pas à vos côtés à ce moment-là. Quand il a su que j'avais un cancer, il m'a fait des reproches. Enfin. Oula. Et il est parti. Ma souffrance à moi, Sophie, elle est que j'ai élevé mon fils jusqu'à ses 15 ans en revenant vivre dans le studio que j'occupais. Oui. Et tout a commencé lorsque mon propriétaire a souhaité récupérer le logement pour sa fille. Il a donc fait une démarche d'expulsion et prise de panique. J'ai expliqué à mon fils que j'allais le protéger de la rue. Oui. Et j'ai donc fait quelque chose que aujourd'hui je pense que je ne supporte plus, qui fait que je vais, j'ai demandé à ce qu'il soit protégé. Donc je suis allée voir une assistante sociale. Oui. J'ai donc placé mon fils. Oui. Donc en foyer. Voilà. Oui. Il est encore aujourd'hui dans un appartement de semi-autonomie et il est en première année de faculté de physique-chimie. Et petit à petit, il y a une gêne entre nous. Vous en avez pas parlé, Lucie? Enfin, quel lien donc votre fils a été placé. Vous avez trouvé un logement. Comment vous êtes débrouillée? Non, parce que j'avais déposé une demande de logement à sa naissance, parce que je me doutais bien qu'on n'allait pas pouvoir vivre dans un petit studio tous les deux. Et cette demande n'a jamais abouti. Je pense que c'est en rapport avec mes revenus. Mais ma peine à moi, Sophie, c'est de voir mon fils, que la relation qu'on avait avant, on était très proches. Très fusionnel, j'imagine, jusqu'à ses 15 ans. Vous l'avez élevé seul, votre fils? Oui, et puis je le vois commencer à aller mal. Et ça me vous sentez qu'il va pas bien? Oui. Ah oui. Quel signe? Quel signe? Qu'est-ce qui? Oui, c'est pour ça que vous appelez. Vous l'avez vu aujourd'hui. Quel signe vous pour moi, j'ai peur qu'il ait un petit penchant. Enfin, que quand ça va mal, je sais qu'il consomme des bières et j'ai peur en fait. J'ai peur pour mon fils. Oui, vous avez peur pour votre fils, mais concrètement, il est en première année de fac, il boit de la bière. Je regarde Corentin qui est derrière la vitre et qui rit, boit aussi de la bière. J'ai appelé toute l'après-midi d'hier, là où il est, une éducatrice qui m'a dit qu'effectivement, elle le sentait pas aller très bien. Et d'accord. Donc vous avez d'autres éléments. Oui. D'accord, j'entends. Je le vois. Vous le sentez en tant que maman. Vous avez pu parce qu'il me dit, maman, il fallait pas faire ça. Ah oui. Est-ce que vous lui avez expliqué, Lucie, j'imagine, mais est-ce que vous lui avez redit ou vous lui redites votre démarche, il fallait pas faire ça? Dans quoi vous étiez il y a 3 ans? Et l'autre question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez pas eu l'opportunité ou même maintenant de le reprendre avec vous? Non, parce que l'expulsion n'a pas eu lieu, parce que ce que je ne savais pas lorsque j'ai fait les démarches pour le protéger, c'est que le DALO faisait que je ne pouvais pas être expulsée. Mais ça, je ne le savais pas. Mais une fois que vous ne l'avez pas été... Non, parce qu'il y a toujours cette menace qui pèse. D'expulsion? Oui. Oui, mais vous n'avez pas pu récupérer du coup votre fils au foyer? Parce que lui-même m'a dit, écoute maman...
tant que tu n'es pas relogé, moi je peux pas. D'accord, il avait peur. Bon, alors, aujourd'hui il vous dit fallait pas faire ça, mais en tout cas il était, j'allais dire avec vous dans cette décision, non pas bien sûr il l'a subie, mais en même temps il l'a comprise puisqu'il a dit non je ne peux pas. Il semble l'avoir oublié, ça. Il me dit des choses que je pense qu'il a raison de me dire quand il me dit maman, oui, tu t'es battue pour que je vive, mais qu'est-ce que tu as fait après? J'ai fait que j'ai continué à te protéger, mon fils. Oui, mais... Et il était d'accord avec ça, quand vous lui avez proposé de revenir, il vous a dit je préfère... Pour lui, on n'aurait jamais dû en arriver là, c'est ça le problème, Sophie. C'est que pour lui, je n'aurais jamais dû... pour lui, il me dit, maman, moi je pourrais presque te dire que tu es une mère défaillante. Qu'est-ce que vous n'auriez pas dû faire, Lucie, concrètement? J'aurais trouvé un autre logement. Pour lui, je n'aurais jamais... Comment j'ai pu faire cette démarche? Et moi aussi, aujourd'hui, je me pose la question sur moi. Ça me crée des angoisses de me dire que j'ai laissé mon fils partir comme ça. Oui, c'est normal que ça vous crée des angoisses parce que vous avez... Oui, moi j'ai l'impression que c'est plutôt ça qui vous crée des angoisses parce que quand vous racontez votre histoire, Lucie, vous savez pertinemment bien, et c'est très concret pour vous, le pourquoi vous avez fait cette démarche en panique. Mais après cette démarche, vous avez voulu faire marche arrière. Et là, votre fils vous a dit, non, je préfère rester au foyer parce que moi, ça m'angoisse trop. C'est ça que vous nous racontez. De toutes les façons, le propriétaire, il essaie depuis 3 ans de toutes les façons de m'expulser. Je devais l'être même au mois de mars. Et puis, j'ai eu un appel de la police et j'ai expliqué ma situation. Et effectivement, ça s'est pas fait. Mais moi, pour moi... Le problème, Sophie, c'est que quand je regarde les photos de mon bébé en couveuse, le fait de l'avoir vu se battre, et puis moi de me battre, de faire ma chimio, et quand je vois aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais tout ça pour ça, c'est terrible pour moi. Mais Lucie, vous en parlez comme si, vous voyez, la situation s'arrêtait. Oui, pour moi, c'est comme si j'avais perdu. Oui, c'est ce que j'entends. Or, la situation, en tant que maman, et là, voilà, peut-être ce serait bien que vous soyez soutenue ou aidée peut-être par un thérapeute dans ce moment-là. C'est qu'en fait, ce qui serait important pour aider votre fils à grandir, c'est de lui faire valoir que maintenant qu'il est grand et qu'il est étudiant, il va pouvoir travailler pour prendre soin de cette maman, de sa maman, qui s'est battue pour lui. Lucie, là, vous êtes en train de rentrer dans le problème de votre fils et donc dans la culpabilité. Et du coup, vous ne l'aidez pas. C'est-à-dire que vous prenez au premier degré ce qu'il vous dit. Or, vous avez des vraies raisons de maman d'avoir fait le choix que vous avez fait. Et en tant que parent, on fait les choix qui nous semblent bons au moment où on les fait. Quelquefois, oui, avec le temps, c'était pas forcément le meilleur choix, mais en tout cas, sur le moment, c'est celui-là qui s'est imposé. Et ce qui semble important de faire valoir maintenant à votre fils, c'est qu'aujourd'hui, que vous êtes toujours quand même sous des menaces d'expulsion, que vous êtes une mère encore excessivement fragile, puisque vous n'avez pas, à ce que je comprends, d'autonomie financière, et que votre fils est en pleine puissance de ses moyens de santé, de sa jeunesse, de ses études, de son cerveau, que la vie fait que cette maman qui s'est battue pour lui, il a une jolie raison de se battre dans la vie pour sa maman. Mais pour ça, Lucie, pour arriver là où ce que je suis en train de vous dire, il faut que vous soyez très certaine de votre valeur de mère. Et c'est ça qui pose question aujourd'hui. C'est que votre valeur de mère, elle est atteinte parce que vous écoutez ce fils fragilisé, certes, mais vous donnez raison à ses propos. Et donc vous rentrez dans son jeu. Pour moi, je ne suis plus sa maman. Bien sûr. Je suis devenue une étrangère avec juste de la honte et de la culpabilité. Oui, une honte. Oui, pour moi, c'est terrible pour moi, c'est cette honte que je ressens. Et en même temps, vous ne l'aidez pas en étant là-dedans. Oui, mais Sophie, parfois, il me dit, mais maman, comment veux-tu que je me batte, moi, parce que toi-même, tu n'as pas su te battre. Vous n'avez pas su, avec un cancer des ovaires, mettre au monde un enfant et l'élever jusqu'à ses 15 ans, toute seule? Oui, mais le fait que j'ai... Non, c'est pas sérieux. C'est comme si j'avais démissionné, j'ai laissé partir. Lucie, vous savez, quand on est confus et perdu dans la vie, il faut s'en remettre à la réalité et au réel.
à ce qui est réel. Votre fils, j'allais dire, ok, c'est un ressenti qui lui appartient, mais en tout cas, c'est une lecture des événements qui n'est pas la réalité. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que vous êtes l'adulte, Lucie, vous êtes la maman. Et la maman, c'est important qu'elle soit là pour le remettre dans la réalité. Vous inquiétez pour lui parce qu'il est hors réel. Et bien sûr qu'il y a de quoi s'inquiéter d'un jeune garçon qui sort de sa réalité. Il a une histoire, il a une réalité d'une mère qui s'est battue et qui se bat encore aujourd'hui pour lui et qui a pris une décision extrêmement douloureuse. Vous savez, ça me fait penser aux mamans au siècle dernier qui abandonnaient leurs enfants sur les marches des églises. Hein. Et Cyrulnik en a. Ça que j'ai l'impression. Oui, Lucie, je vous en parle parce que Cyrulnik en parle d'ailleurs. Boris Cyrulnik en parle très bien dans ses ouvrages, qui dit que ces mamans ont fait un acte d'amour qui n'était pas un acte d'abandon. Et que quand après, et que c'est très important de communiquer ça à des enfants. Et qu'il y a plein d'histoires comme ça d'enfants qui, pour être sauvés, ont été abandonnés. C'est un petit peu ça que vous avez fait symboliquement. C'est quand même douloureux parce que mais bien sûr. Je me trouvais courageuse d'avoir tenu. Oui. Mais et là, mais j'ai lâché. Vous avez lâché de fatigue. Ouais, je vous comprends, Lucie. Mais à un moment donné, on touche ses limites et votre fils doit l'entendre pour grandir. Et c'est pour ça que je n'ai jamais réussi à parler. Vous voyez, Sophie, c'est parce que là, ça fait deux jours que je pleure. Je pleure comme quelqu'un qui a perdu son enfant. Mais vous l'avez pas perdu. Non, arrêtez avec ça. Et je n'ai jamais réussi à parler de ça parce que c'est la honte qui me. Oui, mais la honte, Lucie, la honte, c'est de l'ego. Ça vous sert à rien dans l'amour que vous portez à votre fils. Votre honte, voilà, c'est l'image que j'ai tout d'un coup, c'est du goudron sur les ailes d'un bel oiseau, la honte. Lâchez ça, Lucie. Lucie, je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez vous faire aider quelque temps, vous voyez, par un thérapeute qui vous remette dans votre essence de mère, dans la mère que vous êtes profondément, puisque c'est elle qui est blessée. Vous avez écouté les propos de votre fils sans pouvoir lui... Vous voyez, aller vers lui avec une parole de mère. Vous l'avez pris parce que vous avez été dans la culpabilité. Tout ça se comprend. Hein. Je vous dis pas du tout que vous avez tort. Je vous explique comment ça s'est passé pour que vous puissiez faire le tri. Et vous reconnectez vous aussi à la réalité. Et dire à ce fils, la maman que tu as devant toi, c'est vrai, elle s'est battue jusqu'à tes 15 ans. Elle a lâché prise parce qu'elle était épuisée, qu'elle a paniqué. J'ai eu très peur. Et maintenant, tu es un garçon en pleine santé, en première année de fac, tu construis un avenir. Et pour moi, c'est ça qui est important. Et maintenant, les clés de la vie sont dans tes mains. Et tu peux quelque chose pour toi et pour moi. La roue tourne. Et Sophie, quand il me dit, mais tu m'as pas donné de... Quand j'ai dit, il me dit, oui maman, tu t'es beaucoup occupée de moi, tu as fait tout ce que tu as pu, mais tu m'as pas donné l'essentiel, tu ne m'as pas donné de père. Et ça, quand j'entends ça, c'est... Lucie, c'est terrible pour moi. Il vous fait des reproches de gamin de 18 ans, normal, j'ai envie de vous dire oui. Et parce qu'il souffre. Oui, il souffre, mais vous donnez raison à ça. Bien sûr qu'il souffre, c'est terrible de ne pas avoir de père. Et vous pouvez dire oui, c'est terrible, mais c'est pas moi la mère. Vous n'êtes pas responsable de ça, Lucie, vous n'êtes pas responsable du départ du père. Donc quand votre fils vous reproche de ne pas lui avoir donné de père, bien sûr que si vous lui avez donné un, puisqu'il est né d'un père et d'une mère, et que ce père a décidé de ne pas rester. Donc vous, la mère, vous n'êtes pas responsable que le père ne soit pas resté. Qu'est-ce que ça veut dire un fils qui dit tu m'as pas donné de père? Comme si il vous voit, Lucie, votre fils vous voit en mère toute puissante qui peut tout pour lui. Il a 18 ans, il peut beaucoup de choses pour lui maintenant. Et c'est son destin qu'il doit prendre en main. Et vous devez lui mettre dans ses mains. Sinon, il va rester ce petit garçon qui va vous en vouloir et se blesser là-dedans. C'est Monica qui dit votre fils fait des études brillantes, prometteuses d'avenir. Oui, vous êtes battu pour ça, et on sème sous terre, mais la plante pousse au soleil. Et Laurence qui dit, maman solo, c'est très dur. Vous allez réussir à vous parler, vous n'avez pas à vous justifier de toutes les manières. Vous vous justifiez beaucoup trop, Lucie. Et comme dit Laurence, votre fils, il ira mieux lorsque vous irez mieux. Vous avez bien pensé, vous avez, vous avez compris tout ce que vous avez fait de votre situation il y a quelques années. Maintenant, Lucie, ce qui est très très important, bien sûr, vous pouvez dire à votre fils, j'entends tout ce que tu me dis, j'entends ta souffrance. Oui, t'aurais voulu avoir un père. Oui, c'est terrible. Je vais pas te dire le contraire de grandir sans père. Mais quand tu me dis que j'aurais dû te le donner, mais c'est pas à moi.
Il vous rend responsable, Lucie, de choses dont vous n'êtes pas responsable. Et vous prenez, en tant que mère courage, que vous avez toujours été, toute la responsabilité. Et c'est ça qui vous dévaste, c'est ça qui vous met par terre. Oui, c'est vrai que tant que je me sentais, comme vous dites, courageuse, ça allait. Maintenant, je ne me sens plus rien. En fait. Parce qu'il vous attaque par là où vous avez été courageuse. C'est ça qui est douloureux pour vous. Il vous attaque pile à l'endroit de votre courage. L'avoir élevée toute seule, et vous dit tu m'as pas donné de père. L'avoir mis en foyer, voyez, et vous avez voulu le protéger. Partout où vous avez exercé votre courage, il attaque là. C'est pour ça qu'il le brise. Surtout que Sophie, c'est très difficile pour un enfant à arriver dans un foyer à 15 ans. Mais bien sûr, C'est très difficile parce qu'il ne connaissait pas la vie en collectivité. Ça a été très il l'a appris autre chose. Oui. Votre garçon peut tout à fait faire de beaucoup de force tout ce qu'il a vécu, parce qu'il a eu, croyez-moi, et j'en suis sûre, de 0 à 15 ans, une maman, et c'est ça qui a compté, qui s'est battue pour lui. Donc là, il joue un petit peu avec vous, les enfants gâtés ou le jeune homme dans sa puissance d'âge de 18 ans. Alors bien sûr, pas gâté, mon mot est exagéré évidemment, mais un peu tyrannique avec vous, et les reproches sont infondés. Et si vous ne mettez pas stop, si vous ne mettez pas une limite, Lucie, à ces reproches qui ne sont pas justes envers vous, ce n'est pas juste. Et ces reproches-là, vous ne pouvez pas les prendre. Il faut qu'il l'entende, ça va l'aider à grandir. Parce que si vous c'est vrai ce que vous dites, parce que aujourd'hui j'ai voulu m'excuser de ce que je lui avais fait. Non, c'est pas juste, et vous justifiez. Voyez, c'est-à-dire que vous justifiez le pas juste. Et là, vous lui donnez raison, et lui, devant lui, il a un boulevard pour vous rendre responsable de toutes ces difficultés. Bien sûr que c'est difficile, évidemment qu'il vit des moments très durs, qui vont lui apprendre à grandir. Mais si vous prenez sa souffrance sur vos épaules, alors lui ne va pas prendre à bras le corps sa propre souffrance. Il va rien en faire. Parce que maman, elle va la porter à sa place. Et d'autant plus que Sophie, mon fils a été placé, mais il est resté dans le même arrondissement. Et on a continué à se voir. J'ai continué à suivre sa scolarité. Ça n'a pas été, vous voyez, je n'ai pas coupé les ponts avec mon fils du moment où il a été placé. Oui. J'ai toujours... donc c'était pas un abandon, c'était un logement. Voilà, c'était juste un problème de logement. De dormir, en fait. De dormir, qu'il puisse dormir à l'abri, en fait. Oui, c'est ça pour moi. Oui. Et au départ, lorsqu'il a été placé dans le premier foyer, ça a été un tel traumatisme que je dormais, je ne dormais pas, je surveillais, je restais devant le foyer toute la nuit, en fait. Ah oui. Elle est poignante, votre histoire, Lucie, de maman. De toutes les façons. Il le sait, ça. Quand j'ai parlé je lui ai dit il n'y a pas longtemps. Quand j'ai parlé, quand je parle du cancer, c'est parce que je pense que c'est pour moi le cancer, ça a été, comment dire. Ça a été l'horreur, mais c'est une des conséquences. Ça m'a fait perdre confiance en moi, mais ensuite mon fils m'a redonné confiance en moi, le fait de m'occuper de mon bébé, ça m'a redonné l'idée que j'étais, ça m'a redonné confiance, et là depuis 3 ans j'ai perdu, je ne sais plus qui je suis. Oui, la force de cet enfant qui était là près de vous, en le plaçant, vous avez perdu, il était votre force. Oui, c'était devenu ma raison de vivre, et puis je m'étais battue pour lui, puis il avait fait des arrêts respiratoires petits, donc je l'avais vu réanimé par les sages-femmes, donc pour moi, je n'avais pas le droit de faire ça. Enfin, comment dire, ce bébé, pour moi, cet enfant ne méritait pas. Enfin, comment dire. Oui, continuez. Oui. Mais pour moi, cet enfant qui avait lutté, parce que il avait fait un arrêt respiratoire alors qu'il était dans mes bras, et j'ai entendu la sage-femme lui dire respire, ta maman a besoin de toi. Et aujourd'hui, je me dis non, lui, il ne pouvait pas être séparé de moi comme ça, juste pour des raisons matérielles. C'était pas possible. Lucie, quand vous dites... C'est peut-être ça qui est difficile. Oui, quand vous dites il ne méritait pas ça, vous êtes en train de dire je lui ai fait quelque chose d'épouvantable.
Je lui fais quelque chose, d'accord. Oui, quand même, quelque chose pour moi, quand même, je pense. Oui. Et en même temps, souvenez-vous de la Lucie qui a pris cette décision, c'était par protection. Oui. Alors c'est vrai que vous l'avez vécu très douloureusement quand vous dites que vous passiez la nuit devant le foyer, c'est que, en fait, je pense que vous avez paniqué et que vous avez pensé que c'était la moins mauvaise solution dans un moment de panique, en sachant que c'était une solution épouvantable. C'est exactement ça. Enfin, voilà. Moi, je crois que c'est un moment de terreur. Je sens la terreur une chez grande vous. terreur. Ouais. J'ai ressenti une grande terreur. J'ai regardé cette nuit-là, la veille, la nuit, le lendemain, quand j'ai dit non, jamais la rue avec. Non, jamais. Je me disais, tu ne l'as pas mis au monde pour le. Oui, vous l'avez mis en protection. Vous l'avez mis en protection. Ouais. Et aujourd'hui, je suis terrorisée et je me sens terrifiée parce que justement, maintenant, je ne ressens plus que je l'ai protégée. Oui, c'est ça. Alors que, n'oubliez pas, Lucie, que c'était de la protection. Et vous le sentez pas parce que vous le voyez souffrir. Et Exactement. Du coup, c'est ça qui fait que du coup, vous le sentez pas. Ça devient une horreur pour moi, c'est ça, Sophie. Oui. Ça me terrorise là. Oui, j'entends bien, Lucie, et il y a de quoi, puisque tout s'écroule dans la protection que vous vouliez lui donner, de le voir souffrir. Oui, j'entends. Et en même temps, Lucie, là où vous allez l'aider, c'est de lui rappeler ce que lui a dit la sage-femme quand il est né. Ta mère a besoin de toi. Vous avez besoin de lui. La retourne, Lucie, et pour grandir dans la mère que vous êtes là, la situation vous impose d'aller rechercher votre valeur, cette belle maman, la jolie maman pleine d'amour et courageuse qui s'est battue pour lui. C'est celle-là qui doit être là parce que c'est elle qui va pouvoir l'aider à grandir. Parce que si vous partez dans de la culpabilité et de la honte et que vous lui donnez raison, vous le fragilisez. Il a besoin d'entendre le contraire de ce qu'il vous dit. Vous savez, un adolescent, 15-18 ans, ils disent des choses pour qu'un adulte puisse lui dire le contraire. Et lui aussi est paniqué, il a besoin que vous le rassuriez. Et le rassurer, c'est avoir une parole de mère et d'adulte qui lui dit non, ce n'est pas ça. Je vais te la raconter, l'histoire. Parce que plus vous rentrez dans son système et plus vous le fragilisez, vous lui donnez raison. Sans bien le savoir. Lucie, vous savez, ce serait vraiment, je ne sais pas de quelle façon vous pouvez être un petit peu aidée, voire une ou deux, 3 séances avec un thérapeute qui continue à faire, continuer le travail qu'on vient de faire là ensemble. Je vous remercie beaucoup, Sophie, parce que de toutes les façons, je n'aurais pas souhaité parler. C'est à vous que je voulais parler, de toutes les façons. Bon, mais lâchez pas, continuez ce travail-là qu'on vient d'amorcer toutes les deux pour que vous avanciez et surtout réécoutez là ce qu'on vient de se dire pour reprendre contact avec la maman que vous êtes. Je vous embrasse très fort, Lucie. Merci beaucoup. Courage à vous. Sophie, merci à nous avoir appelés. Au revoir. Merci. Au revoir. Il est minuit. Vous écoutez Europe 1. C'est l'heure de notre rendez-vous de la nuit, la libre antenne au 39-21 en direct avec vous qui se poursuit jusqu'à 1h du matin pour vous exprimer sur tout ce qui vous touche, vous affecte, vous rend heureux. Un moment où nous éprouvons la difficulté du vivre ensemble alors que tous, on voudrait bien que la vie soit parfois un peu plus douce et plus simple. C'est donc un moment choisi pour partager avec nous toutes vos émotions, même les plus contradictoires. Vous pouvez nous appeler au 39-21, vous serez accueillis au standard par la gentillesse de Corentin et de Quentin, et c'est Romain Diomède qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi nous joindre par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr 39 21. J'attends vos appels. Pour dialoguer avec Sophie Peters, envoyez le mot nuit suivi de votre message au 7 39 21. 65 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Patrick. Bonsoir Sophie. Bienvenue.
Allô ? Oui, bienvenue, vous êtes à l'antenne. Oui. Voilà, ouais, bonsoir, puis merci de bien vouloir m'écouter, c'est très gentil. J'ai déjà été très touché par le témoignage de l'auditrice précédente, et c'est vrai que Lucie. il faut relativiser, je veux dire, je suis presque gêné parce que bon, à côté, je veux dire, on va dire que c'est pas grand-chose, quoi. Voilà. Oui, alors quelquefois ça arrive dans cette émission ou les témoignages, mais voilà, chacun est dans son histoire, et c'est ça qui fait aussi la richesse de cette émission. Donc on vous accueille bien volontiers, Patrick. Alors vous vouliez nous parler d'une histoire sentimentale, hein ? Voilà, c'est ça, ouais. C'est-à-dire, pour vous résumer un peu, donc je me suis séparé en 2009, et donc on va dire que l'année fin 2009-2010 jusqu'à début 2011, j'ai vécu, on va dire, vous savez, les petites années d'insouciance qu'on vit après une séparation, quoi, avec mes amis que je connais depuis 20 ans, 2-3 petites rencontres par-ci par-là, on va dire une légèreté, voilà. Et puis cette femme est arrivée donc en janvier 2011 par l'intermédiaire d'un site de rencontre. Alors il y a eu 2-3 messages échangés, un coup de téléphone 1 heure, un rendez-vous un mercredi, un premier baiser, on s'est revus le lendemain, donc, et déjà le lendemain elle m'a dit je t'aime, voilà. Alors déjà vous voyez c'est quelque chose qui touche, je veux dire. Oui, hein, voilà, c'est quelque chose qui touche, oui. Qui touche beaucoup. C'est pas anodin. Et donc cette année-là, on va dire, elle a été fusionnelle. C'est-à-dire que moi, j'avais aussi besoin de beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Et c'est une femme, si vous voulez, qui a eu, d'après ce qu'elle m'a raconté, un mariage très très malheureux. Vous voyez, elle a quasiment pas été amoureuse. Elle a même subi des violences conjugales donc aux dernières années de son mariage. Elle finissait donc sa séparation. Et je veux dire, elle s'est littéralement, donnée tout entière. Et moi aussi d'ailleurs. Et c'était fusionnel. Et vraiment, ça a été une année, je veux dire, extraordinaire où elle m'envoyait des messages enflammés comme quoi j'étais, à titre d'exemple, la chose la plus importante après la naissance de ses enfants. Vous voyez, je veux dire ça. C'est quelque chose des choses. C'était très fort. Oui, très fort. Voilà. Oui. Très, 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 très fort. Alors, on a enchaîné, donc on est parti ensemble en Turquie, un petit circuit à l'été 2011, donc. On a enchaîné par une croisière en Égypte en décembre 2011, et je peux vous dire idyllique, je veux dire, franchement idyllique. Hein. Et à ce moment-là, donc, on va dire fin d'année 2011, il y a mon fils, donc, suite à ma séparation, mon fils vivait donc avec sa sœur chez sa mère, et mon fils a commencé, on va dire, à avoir un peu des mauvaises fréquentations. Il a commencé à plus fréquenter l'école et tout. Et si vous voulez, c'est quelque chose qui m'a amené un peu à me refermer sur moi-même. Vous voyez, c'est-à-dire que ma compagne donc l'a senti un peu, et où j'avais un peu du mal, on va dire, à exprimer un peu mes sentiments, je veux dire, par rapport aussi à mon fils, où j'étais très très inquiet pour lui, quoi. Je veux dire, voilà. Donc on est parti sur 2012, on va dire à peu près encore quand même sur les mêmes bases. Vous voyez, on est parti à Florence au mois d'avril, on est parti à Prague au mois de juillet. Vous voyez, mais si vous voulez, elle sentait chez moi, je veux dire, apparemment je lui apportais plus, je veux dire, elle voulait toujours que je lui dise que je la prenne dans ses bras, que je lui dise je t'aime. Et bon, je le faisais, je pense que je le faisais, mais peut-être que j'étais un peu sous la retenue par rapport à, je veux dire, un peu aux problèmes personnels que j'avais. Vous voyez, alors par exemple, le 1er juin 2012, elle m'envoie un mail, comme quoi elle me dit qu'elle veut arrêter notre relation parce qu'elle se sent plus assez aimée. Voyez. Ouais, elle était très en demande, et vous aviez besoin d'être un peu ailleurs, à vous occuper de votre fils aussi. Ouais. Voilà. Donc je suis allé la voir, et puis on est retombé dans les bras l'un de l'autre. Je veux dire, il y a vous voyez, je veux dire, c'était plus un appel au secours, quoi, je pense. Je pense. Et aussi, je veux aussi vous dire aussi par rapport à donc cette femme-là qui a eu sa vie toute concentrée donc sur ses enfants et tout, n'avait donc aucun cercle d'amitié. Vous voyez, elle était vraiment. En fait, j'étais son unique centre d'intérêt. Ouais, c'est ça. Et moi, Voilà. Et moi, j'avais des amis que je connaissais depuis plus de 20 ans, quoi. C'est des amis irremplaçables, où on se prenait, on faisait du sport ensemble. Par exemple, le samedi après-midi, on faisait du sport de 17h à 19h, vous voyez. Et seulement, moi, dès que le sport était fini, je retrouvais mon ami, quoi. Je veux dire, il y avait pas de souci. Et une fois, elle m'envoie un mail, elle me dit, oui, les copains, le sport, ça commence à bien faire et tout. Alors là, j'ai encore pris sur moi. Et si vous voulez, j'ai pris la décision, comment vous dire ça, de l'avoir pris. C'est-à-dire que maintenant, on habitait à peu près une trentaine de kilomètres l'un de l'autre. C'est-à-dire que j'allais chez elle le mardi soir, je repartais le mercredi
début de soirée. Je retournais le jeudi. J'avais accepté, faut dire pour lui faire plaisir, parce qu'elle aimait bien la danse, de prendre des cours de danse avec elle le jeudi soir. Je repartais le vendredi matin et je repartais le samedi soir après les sports. J'allais chez elle pour repartir le dimanche soir. Vous voyez, vraiment, j'avais envie de lui prouver, mon amour. Oui, très présent. Voilà. Oui. Voilà. Moi, voilà, c'est comme ça que je le ressentais. Et puis je l'ai beaucoup aidé chez elle, dans sa maison. Mais je dis pas ça pour. Je veux dire, tout ce que j'ai fait, je le regretterai pas une seconde. Oui, c'était par amour. Bien. Ouais. Je lui ai monté des meubles dans son jardin, vraiment par amour, par amour. Et il y a eu un épisode en 2012. Voilà, donc on est parti donc ensemble en 2012. On est parti donc. À Prague, on est parti aussi à Florence. Et en 2012, elle est partie, elle a fait une semaine de vacances en Égypte avec ses enfants, vous voyez. Et moi, si vous voulez, j'ai pas pu l'accompagner parce que j'ai voulu offrir 5 jours de vacances à mon fils, qui était encore en grande difficulté, vous savez, c'était pénible. Je l'ai emmené à Barcelone, voilà. Et comme ça chevauchait, j'ai dit, moi, si tu veux, voilà. Je suis rentré de Barcelone, elle a pu répondre à mon téléphone pendant 5 jours. Vous voyez, j'ai dû aller l'attendre à son travail pour quémander une explication. Et naturellement, on est retombé encore dans les bras l'un de l'autre. Si vous voulez, c'est comment dire, je suis assez clair, ça va, je veux dire, parce que je suis assez ému. Oui. Voilà. Ces tentatives de volonté de rupture jusqu'à 2013, 2014, ça a été quasiment incessant, c'est-à-dire je veux rompre, alors à moi je revenais, on retombait dans les bras, vous voyez, c'était vraiment alors que moi j'essayais quand même, regardez, en 2013, on est parti ensemble à Venise, on est parti en baie de Somme, je suis parti en Turquie avec des enfants une semaine. On a fait vraiment plein de choses, vous voyez. Et puis fin de l'été 2013, elle m'envoie de nouveau un mail, volonté, de rupture, vous voyez. Donc j'étais comment dire, un peu complètement désemparé. Oui, mais ça a recommencé en octobre 2013, de nouveau un mail de rupture. Je te sens pas, je te sens pas avec moi. C'était un peu des séquences je t'aime moi non plus. Vous voyez. Oui, tout à fait, parce que vous êtes Patrick avec une femme excessivement fragile, dont le premier je t'aime était comme une bouée de sauvetage. Elle voulait être votre centre. Vous lui avez de votre côté prouvé votre amour, mais c'était jamais assez. Et en fait, elle a rompu. Oui, elle a rompu à chaque fois qu'elle estimait que c'était pas encore assez, mais c'est l'éternelle insatisfaite. Quoi que vous fassiez, c'est jamais assez. Est-ce que j'ai pas été capable de la satisfaire aussi? Ah non, attendez, je vous arrête, Patrick. Dans tout ce que vous nous racontez là, vous faites face à une femme vraiment en grande fragilité. Et vous dites qu'il n'y a pas d'amis, dont vous êtes le centre. Et dès que vous disparaissez un tout petit peu de son angle de vue, on va dire, et que vous êtes dans votre vie à vous, et sans être bien sûr contre elle, là, tout d'un coup, elle le supporte plus. Donc là, c'est une personnalité qui, pour vous, est un peu envahissante et qui se sent mal aimée dès lors que vous n'êtes pas à 200%, voire à 400% auprès d'elle. Oui. Sauf que même en étant à 400% auprès d'elle, il y a un moment donné où ça lui irait pas non plus. Tellement finalement, elle va toujours arriver à trouver un manque, tellement elle a en elle un grand vide en fait. Elle est dans un grand vide elle-même. Oui. C'est un puissant fond. Et par exemple, le 19 octobre 2013, j'ai tout noté parce que j'ai essayé de faire un retour sur moi-même tellement j'étais touché par cette histoire. Elle m'envoie un mail de volonté de rupture. Et le lendemain, je suis chez moi, elle m'appelle à minuit pour me dire qu'elle a envie d'entendre ma voix. Vous voyez, je veux dire, en totale incohérence. C'est déstabilisant, vous pouvez pas savoir. Mais surtout, Patrick, c'est qu'elle ne vous respecte pas en tant que personne. Vous êtes comme un objet d'amour. Vous êtes son objet d'amour. Et pas son sujet d'amour. Donc un objet d'amour, on prend, on jette, on prend un objet, c'est ça, un objet, on utilise un objet. Un sujet, on l'utilise pas. Donc vous n'êtes pas du tout dans cette relation, respecté en tant qu'homme amoureux et présent à ses côtés, mais en homme utile, un homme qui doit être là pour elle, et puis à un moment donné, elle décide que non, puis après elle décide que oui, à quelques heures d'intervalle. Donc vous êtes objetisé, vous devenez un objet.
Parce qu'elle-même, très certainement, n'est pas sujet d'elle-même. Hein. Donc elle est dans ses relations, dans l'usage. Oui, mais je veux dire, bon, moi j'essaie quand même de le trouver un peu, enfin des circonstances. Je veux dire que c'est une femme qui a été quand même relativement malheureuse mais bien sûr. en ménage. Mais vous avez raison. Non, mais comme vous dites, des circonstances atténuantes, elle en a. Elle est en souffrance, bien entendu. Vous avez raison. Ouais. Mais c'est un puissant fond, c'est un tonneau des Danaïdes. C'est que quoi que vous fassiez, ça va jamais être assez. Tellement elle est dans son anxiété de vivre. Voilà. Oui. Voilà. Là, je vous lis le message de Joey Ramone qui dit. Elle en veut trop et tout le temps, il va falloir avoir du souffle avec votre ami, dit-il. Vous en êtes où aujourd'hui dans cette relation, Patrick ? Ah ben voilà, donc si j'ai le temps, je vais oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'elle a voulu aussi les 3 dernières années me faire part de sa volonté. Elle voulait que j'aille m'installer chez elle, vous voyez. Oui. Et moi je pouvais pas déjà parce que mon gamin, il m'en a fait voir pendant les 3 dernières années. Je veux dire, ça a été jusqu'à la gendarmerie. Oui, ça a été très pénible pour moi et sa maman. Hein. Et si vous voulez, à un moment donné, même je l'ai recueilli chez moi parce qu'avec sa maman ça n'allait plus. Donc si vous voulez, je pouvais pas aller m'installer chez elle. Je vous dis, je pouvais pas. Et puis vous n'étiez pas respecté en tant que père en plus, hein, puisque elle. Ouais, peut-être. Ouais. Et aussi, peut-être aussi, je l'avoue, je me sentais peut-être pas prêt aussi, vous voyez, parce que si vous voulez, moi que par exemple, je repartais chez moi le dimanche soir. Oui. Voilà, j'avais quand même, j'étais content de me retrouver un peu chez moi, vous voyez, tout seul. Bien sûr. Mais j'étais content dans l'espoir que je savais que j'allais la revoir. Vous voyez ce que? Oui, je comprends. Bien sûr. Comme moi, le manque était nécessaire pour pouvoir avoir de la joie. Vous avez raison, Patrick, il l'est, parce que l'amour, c'est un peu comme un feu de cheminée. Quand on met trop de bûches, il s'étouffe. Hein. Donc, il faut qu'il blaire, il faut de l'espace pour que ça flambe. Ouais. Et donc, on a besoin de manque. Bien sûr, on a besoin d'espace dans une relation. Sinon, on s'étouffe l'un et l'autre. Moi, je lui avais dit, moi, quand t'étais pas avec moi, j'étais content parce que je savais que j'allais te retrouver. Mais moi, quand j'étais pas avec toi, t'étais pas contente parce que tu étais pas mon unique centre d'intérêt. Exactement. Voilà, vous voyez. Elle vous voulait pour elle toute seule, et donc ça. Voilà. D'ailleurs, voilà, ouais. Et donc ça s'est fini en 2014. Donc il y a eu si vous voulez, en 2014, on est parti aussi en vacances à Barcelone, là, au mois de juillet. Vous en avez fait de beaux voyages ensemble. Ouais. Écoutez, je veux dire, en 4 ans, on a fait Rome, Venise, Florence, Barcelone, Naples. On a été 2 fois en Turquie, 1 fois en Égypte. Je veux dire, elle adorait les brocantes. J'ai passé des dimanches après-midi avec elle, à me promener avec elle dans ses brocantes. Mais moi, j'étais content parce que je lui donnais la main. Vous voyez, c'était quelque chose aussi un peu, je vous l'avoue, de nouveau, je veux dire. Et donc, on allait au cinéma, on allait à des concerts. Quand j'allais à des sorties avec mes amis, je veux dire, elle venait avec. Je veux dire, on a fait vraiment beaucoup de choses, vous voyez. Oui, bien sûr. Pour moi, c'était une vraie vie de couple. Mais elle, à partir du moment où je vivais pas chez elle, je pense, et puis quelque part, j'ose pas trop ça, je me demande si c'était pas un peu jalouse de mes amis. Voyez, très certainement, parce que vous lui échappiez. Ah oui, dès que vous étiez dans votre indépendance, dès que vous étiez sujet de votre vie, ça n'allait plus, il fallait que vous soyez l'objet de sa vie et pas le sujet de votre vie. Et ça, c'est pas possible, contre, Patrick, de construire un couple sur ces bases-là. Comme dit Laurence, aucune compréhension, empathie, écoute de la part de cette femme. Et alors là, oui, je vous en prie. Et là, vous en êtes où alors ? Alors voilà, donc en 2014, il y a eu une énième tentative de rupture en juillet 2014, voilà. Alors c'est-à-dire que ça s'est fait comme ça. Elle m'avait proposé en catastrophe un voyage encore de nouveau, et moi j'ai un peu hésité. Alors elle s'est fâchée, elle a dit c'est comme ça, on arrête. Et 3 jours après, elle me propose une petite balade, vous voyez. Alors là, moi j'ai dit stop. Donc j'ai dit stop. Alors en fait, fin 2014-2015, ça a été un peu. Elle avait dit à ses enfants, donc on n'était plus ensemble, mais on continuait à se voir, vous voyez. Mais je dormais plus chez elle, c'est-à-dire que ça nous arrivait d'avoir des relations intimes. Faut pas le cacher, faut pas le cacher. Et en début 2015, pour synthétiser, j'ai voulu essayer un peu de sauver donc le couple en lui proposant un énième voyage, comme on faisait d'habitude au mois d'avril. Et là, elle m'a dit, non, il y a ma fille qui part en vacances avec son copain. Je vais avec. Et si vous voulez, pour moi, ça a été le coup près. J'ai dit,
pour essayer de sauver un couple, il faut être deux. Je me suis dit ça. Oui. Et là, oui. à partir de 2015, j'ai laissé filer l'affaire. C'est-à-dire que j'ai plus trop donné de nouvelles. Elle m'a proposé entre juin 2015 et juillet 2015 3-4 fois de se revoir et tout. Et moi, j'ai dit, écoute, là, j'ai pas le temps, j'ai quelque chose à faire. J'avais vraiment envie, si vous voulez, d'en finir, quoi, parce que moi, j'en pouvais plus. Vous voyez, ces sauts d'humeur, j'en pouvais plus. Donc, on n'a plus eu trop de nouvelles. Et donc, ça allait. J'ai même pas pour rien vous cacher, j'ai eu une ou deux petites aventures un peu légères. Et aujourd'hui, Patrick, oui. Alors, en 2016, elle me téléphone au mois de février pour me souhaiter mon anniversaire. Bon, j'étais content. Je me suis dit tiens. Et là, elle m'apprend qu'elle a rencontré quelqu'un. Vous voyez. Voilà. Et là, je vous avoue, franchement, d'ailleurs, je suis encore les deux. Le monde s'est écroulé, vous voyez. Le monde s'est écroulé parce que, comment vous dire ça, quelque part, je l'aime toujours, vous voyez. Donc, le monde s'est écroulé. Lui ai dit. Oui, Patrick, est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que je l'aimais, que j'ai même été. Je lui ai dit que s'il fallait, j'allais vivre avec elle, j'arrêtais le sport, mais je me rends compte qu'il fallait pas dire ça. Je dis oulala. Et elle vous a dit quoi? Elle m'a dit que c'était trop tard. Très bien. Alors elle m'a dit maintenant l'homme qui est avec moi, le week-end il est avec moi à 100%. Eh ben très bien, très bien. Voilà, Patrick, vous savez, moi j'en ai pleuré. Oui, mais bien sûr vous en avez pleuré. Mais alors moi, en vous écoutant, je me demande si vous en avez pleuré parce que vous l'aimez toujours ou parce que vous pensiez que vous étiez, et elle vous avait fait croire et sentir que vous étiez le centre de sa vie, et tout d'un coup ce centre-là, il n'était pas si grand que ça, il était même un peu rikiki pour que tout d'un coup elle trouve quelqu'un d'autre qui devienne le centre, et que c'est très blessant pour vous. Parce que si vous aviez été vraiment très amoureux, Patrick, il y a 6 mois qui se sont écoulés, presque plus d'ailleurs, entre le moment où elle est partie avec sa fille, vous vous êtes dit c'est fini, j'en ai marre, etc. Vous étiez déjà séparés. Mais c'est l'annonce d'un autre homme dans sa vie, qui plus est, où elle vous raconte que lui, comme par hasard, il est là 200%, il passe tous ses week-ends avec elle, etc. Et tout d'un coup, vous vous dites, voilà. J'ai eu tout faux, et en fait, il y en a un qui s'est mieux débrouillé que moi. Vous avez une très forte blessure d'ego, et ça se comprend. Surtout quand vous avez cru pendant tant d'années que vous étiez cet homme merveilleux qui la rendait si heureuse. Patrick, c'était pas un cadeau pour vous, cette relation. Vous avez des amis, vous avez une vie sociale, vous avez votre sport, vous avez construit, on vous entend, vous êtes solide, vous êtes un père engagé auprès de votre fils, voilà, vous êtes dans la vie, Patrick. Et vous croisez la route d'une femme qui a cherché à vous phagocyter, à devenir un objet, à vous prendre dans ses filets pour que plus rien d'autre n'existe qu'elle dans votre vie. C'était pas possible. Vous seriez, j'allais dire, mort étouffé, emprisonné. C'était de l'emprise. C'est ce que mes amis m'ont dit. Mais bien sûr. Et que peut-être qu'elle a croisé la route d'un homme un peu vide comme elle, qui a peut-être pas construit de sa vie et qui lui est peut-être très content d'être à 400% chez elle, et que là du coup ils font la paire. Et ils font la bonne paire, sans doute. Peut-être qu'elle est très heureuse avec cet homme, mais peut-être qu'elle a croisé, encore une fois, la route de quelqu'un qui n'avait rien d'autre dans sa vie qu'elle. Et alors, ils vont fusionner. Et un amour fusionnel, on sait comment ça commence, on sait aussi comment ça finit, et c'est pas toujours très heureux parce que ça implose. Parce que je vous assure que 2011, ça a été, même moi, je veux dire... J'avais jamais connu ça, c'était merveilleux. Bien sûr, mais ce qui est terrible, Patrick, quand on vous entend, et c'est très très touchant, c'est tout, et je suis heureuse que vous soyez un homme et que vous exprimiez sur cette antenne comme ça, parce que souvent on dit les hommes, on entend plus souvent les femmes se plaindre des hommes, et vous êtes en train de raconter ce que racontent bien des femmes dans leur histoire de couple, tout l'engagement que vous avez mis, toute cette énergie, tous ces voyages, toute cette volonté de construction. Vous êtes un homme très engagé, très dans la construction, vous avez été là pour elle à des moments, puis vous avez senti que vous étiez en danger dans cette relation. Donc, par moments, vous avez pris vos distances, et puis vous avez été malmené, chaud-froid, elle vous soufflait le chaud, vous étiez l'homme de sa vie, le lendemain, c'était la rupture. C'est très dur à vivre tout ça, Patrick. Et vous, vous avez tenu le coup des années quand même, 4 ans.
et de cette relation. Oui, c'était voilà. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nostalgie, mais et puis je comprends. Aussi, c'est que bien sûr. Il y a beaucoup de haine. Maintenant, il y a la haine qui m'envahit, et ça, j'aimerais bien la canaliser. Mais on m'a dit que l'amour va pas sans la haine. Alors oui, c'est la face de l'autre pièce, et que comme vous vous sentez trahi et que vous devez être très en colère, vous êtes dans la haine parce que aujourd'hui vous voyez, c'est une étape, la haine. Vous en avez besoin pour débrancher. Vous avez besoin de la haïr pour la mettre loin. C'est pas, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave, ça va vous passer, mais ça peut vous faire du bien pour l'instant de la haïr parce que vous êtes furieux. Bien sûr, vous vous sentez trahi. Oui, parce qu'en plus, ces paroles là, ces dernières paroles, comme quoi je la casais. Elle m'a dit comme ça que je la casais dans les trous de mon emploi du temps. Non, mais attendez, mais oui, mais Patrick, ça fait mal, mais c'est pas vrai. C'est pas du tout ce que vous racontez. Puis ça s'entend. Vous n'êtes pas un homme qui case une femme. Ah, mais ça s'entend. Oui. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ah, mais oui, mais je vous crois 100%. C'est vrai que je me suis renfermé des fois. Je me renfermais un peu sur moi, un peu comme une huître, vous voyez. Mais oui, mais vous étiez, Patrick, dans une relation d'emprise. Et comme je disais, il y a beaucoup de femmes qui témoignent sur cette antenne de relation d'emprise avec des hommes. Vous étiez à l'inverse, dans une relation d'emprise avec une femme. Et comme dit Joey Ramone, moi je le rejoins, votre cadeau, c'est qu'elle soit partie, Patrick. Et Nelly ajoute, surtout ne revenez jamais avec elle. Et il y a Tantana... Oui. En rigolant, une copine à qui je me suis confiée, elle m'a dit, si tu retournes avec elle, je te casse la figure. Ah oui, c'est une bonne copine. Et puis il y a Tantana qui dit, Patrick est un homme adorable, qui mérite d'être heureux, il faut y croire, courage. Il y a même une femme qui laisse son téléphone pour vous. Il m'a l'air charmant, ce monsieur Patrick, je suis libre. vous allez cartonner ce soir, Patrick. Je vous avoue que pour l'instant, comment dire, le cœur n'y est pas, quoi. Non, mais je comprends, Patrick. Patrick, là, il faut vraiment soigner cette histoire. C'est très douloureux ce que vous venez de vivre. Trêve de sourire, hein, c'est bien de sourire aussi, mais très honnêtement. Parce que ce que je comprends pas, c'est que pendant la période où j'ai pu donner signe de vie, ça allait, et à partir du moment où j'ai appris qu'il y avait quelqu'un, le monde s'est effondré, vous voyez. Oui, et puis vous voyez comme il y a quelque chose d'un peu manipulatoire de sa part, elle vous appelle pour vous annoncer qu'elle a quelqu'un. En fait, vous, dans cette attente, vous avez, j'imagine, peut-être, vous allez me dire, mais pensez que cette séparation ferait du bien et que vous pourriez vous retrouver comme au premier jour de 2011. Voilà, exactement. Et oui, vous avez mis le doigt dessus, c'est-à-dire que je pensais, que ça allait faire un peu ça allait faire du bien. Non, non, parce que la place étant libre, elle a cherché quelqu'un dont elle allait pouvoir faire son objet. Je peux pas lui en vouloir, je veux dire. Non, mais c'est surtout que ça dit beaucoup de choses de cette relation. Ça veut dire que je remplace. Ah, tu ne me donnes pas satisfaction. Eh ben, je change le produit. Je vais au magasin, je change le produit, je change. C'est ça un objet. Vous étiez un objet, Patrick. Et ça ne pouvait pas vous rendre heureux. Cette relation aurait continué chaud-froid pendant des années. Je me dis, si j'étais revenu avec, je pense que le schéma se serait reproduit, à moins que j'aille m'installer chez elle, je veux dire. Non, mais alors vous auriez perdu le sport, perdu vos copains, plus pouvoir vous occuper de votre fils. Alors, c'était pas une vie, ça. Et c'est bien pour ça que vous y êtes pas allé. Vous savez, vous avez bien compris qu'il fallait vous protéger. Comme dit Monica, cette femme ne connaît rien de la vie, alors ne vous laissez pas impressionner par son jugement. Oui, attention à la façon dont vous racontez l'histoire, parce que vous êtes vraiment en train de raconter une histoire qui est très typique de ces relations d'emprise qui démarrent par une espèce de lune de miel extraordinaire et qui tourne assez rapidement au cauchemar. Et on reste dans le cauchemar parce qu'on se dit, en l'occurrence vous êtes dit, je vais faire tous les efforts pour que ça se passe bien. Et plus elle vous demandait de faire des efforts, et plus vous en faisiez. Et c'est quelque chose qui est sans fin. Et heureusement qu'elle ait trouvé quelqu'un d'autre, Patrick. Heureusement. Ah ouais. Vraiment, je vous le dis. Et je veux dire, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai pris la décision de stopper. C'est-à-dire, il est hors de question que j'aille la voir. Non, hors de question. Parce qu'elle vous l'a demandé. Non, pas du tout. Non. Si elle m'a demandé de rester amie, voilà. Non. Mais moi, je peux pas. Non, vous ne restez pas amie dans ces conditions. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'une amitié où elle a rien à vous offrir? Une amitié, comme vous dites, faut être deux, c'est comme dans l'amour. Qu'est-ce qu'elle a à vous offrir? Rien. Si ce n'est vous utiliser le jour où elle aura peut-être plus d'hommes. Donc c'est non.
Hein, il y a d'autres auditeurs. Patrick a fait beaucoup d'efforts, il n'a rien à se reprocher. Il trouvera quelqu'un de plus équilibré et la belle histoire qu'il mérite. Il y a Pascal qui dit, moi qui rêverais de rencontrer un homme sage et sincère comme vous. Vous êtes adorable, ne changez rien de vous, dit Pascal. Ah bah c'est gentil. Ouais. Je vous assure que ça fait du bien d'en parler. Hein. Je veux dire, franchement. Bon, ça me fait plaisir de vous quitter avec le sourire et de vous quitter avec une meilleure voix. Voilà, la vie continue, hein, c'est clair. Oui, hein, c'est oui, clair, et prenez soin de vous. Vous êtes un bel homme, Patrick, qui s'engage, et je vous souhaite d'être très heureux avec une femme qui vous méritera. Voilà. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Sophie, puis merci beaucoup pour votre émission. Oui, merci à vous. Au revoir, Patrick. Au revoir. Au revoir, Sophie. 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Sur Europe 1 Sleeping Satellite. Alors, Patrick, si vous nous écoutez toujours, il y a les garçons là qui se mobilisent par SMS. Il y a Jean-Émile qui dit, attention, cette fille va le relancer, mettre sa vie en danger. C'est un cœur d'artichaut, prévenez-le. Bon, alors voilà, c'est fait, Patrick. Et puis Joey Ramon qui dit, et si vous retournez avec elle, moi aussi je partage la vie de votre amie, de vous, la casser, la figure. Hein, donc voilà, message de Joey Ramon et de Jean-Émile pour vous, Patrick. Vous êtes là, Marie-Jeanne? Oui, je suis là. Bonsoir, bienvenue Marie-Jeanne. Merci. Bien, moi je vous appelle pour quelque chose de relativement banal, puisque ça arrive tous les jours à des tas de gens. Oui. C'est-à-dire que j'ai perdu mon époux, avec qui je vivais depuis l'âge de à peu près 18 ans. Et j'en ai 67. Ouais. Donc et c'est une chose qui est quand même très très difficile à vivre. Oui, bien sûr, ouais. Voilà, surtout que j'ai un peu l'impression que le sort s'acharne contre nous, parce qu'il y a 12 ans, on a perdu un fils dans un accident du travail qui était jeune. Et j'ai l'impression que le temps s'arrête, quoi. Oui, le temps s'arrête. C'est surtout que c'est votre vie qui bascule, Marie-Jeanne. Oui. Comme un grand tunnel, quoi, pour vous, hein, pour vos repères, ouais. Je suis un petit peu perdue, quoi. Mais il y a de quoi, bien sûr. En plus, je suis une personne assez solitaire, donc puis même quand je parle à des gens que je connais un peu, parce que j'ai pas vraiment d'amis, et je parle jamais de ça, quoi. Les seules personnes avec qui je peux échanger sur ces sujets-là, c'est mes enfants. Mais enfin, c'est mes enfants. C'est pas la même chose, quoi. On peut pas. Je dois quand même prendre en compte leur peine, leur souffrance à eux. Donc, on fait ça très rapidement. On n'en parle pas beaucoup parce que pourquoi vous chacun souffre, quoi. Oui, mais c'est important d'en parler justement quand on souffre comme ça de la disparition d'un être cher. C'est important de continuer à l'évoquer les mois qui suivent, les années qui passent, d'évoquer son souvenir. Ça réchauffe le cœur, c'est important, plutôt que de taire sa peine. C'est important. Oui, ça on le fait, oui, bien sûr, on parle de lui, oui, des souvenirs avec lui, oui. On parle, on parle de lui. C'était quelqu'un qui était extrêmement présent, donc on ne peut pas ne pas parler de lui, parce il avait une grande importance. Mon fils aussi, qui est décédé il y a 12 ans, c'était des personnages. On peut perdre un fils, oui. Qui prenaient beaucoup de place. Il y a des gens qui ont une vie discrète. Bon, eux, non. Eux, c'était des gens qui avaient beaucoup de charisme, voilà, comme on dit maintenant. Donc, on est obligé d'en parler parce qu'il faisait des tas de choses, il disait beaucoup de choses. Il laisse un grand vide, en fait. Voilà. Il laisse un grand vide. Et là, je suis perdu, quoi. J'ai l'impression d'avoir 14 ans, quoi. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté, quoi. Oui, que c'était comme si vous veniez de le rencontrer. Oui, un peu. Oui. Et que je vis normalement. Je ne fais pas de bêtises. Mais je sais pas, ma vie est vide. Mais j'ai envie de vous dire, Marie-Jeanne, tout ça est
est très normal. Vous voyez, il y a malheureusement pas de solution parce que c'est pas en soi un problème, c'est l'existence, c'est quelque chose que vous vivez de votre existence. Exactement. Et qui effectivement vous laisse un grand vide, vous entraîne dans un tunnel, chamboule complètement vos repères, votre vie, vous laisse très seul. Et ça, il y a que le temps, malheureusement, qui pourra petit à petit vous redonner certains repères, adoucir, si c'est possible, la peine. Mais c'est très très long. Vous me parlez de 47 ans de vie commune, de toute votre vie finalement, avec votre époux. On était pratiquement comme on dit maintenant, on était des adolescents quand on s'est connus. Bon. Oui. Et inséparables. Donc, quand la mort vous sépare, et c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, il est souvent dit au moment des mariages religieux, voilà ce que vous avez vécu. Et aujourd'hui, c'est que vous soyez confuse, que vous soyez perdu, que votre vie n'ait plus de sens, que même comme vous dites, si vous fonctionnez, si vous n'êtes pas en danger, mais c'est à l'intérieur que tout ça se passe. Oui, on a l'impression que... Puis bon, quand on est âgé, en plus, on se dit, de toute façon, ça va bientôt être mon tour. Oui, donc il y a une espèce de plus envie, quoi, de dire, de toute façon, moi, j'en ai peut-être pas pour longtemps non plus, donc... Puis bon, je l'ai vu, je l'ai vu mourir. C'est impressionnant quand même de voir que j'avais jamais vu. J'ai vu des gens décédés. Oui. Il est parti. Vous étiez là à ses côtés quand il est parti. Il était malade. Oui, il était malade. Et vous étiez à ses côtés à ce moment-là. Ah oui, précisément. Vraiment, j'ai vu ça, quoi. C'est une chose que j'avais jamais vue. Bon, on le voit dans les films, on le voit. Oui. Et puis alors, c'est quelque chose de très curieux. C'est pas marrant, un samedi soir, de raconter des trucs comme ça, mais disons qu'il arrive un moment où on souhaite que ça arrive, quoi. Oui, pour le délivrer, la délivrance. Heures, on se dit, ça y est, il faut que ça s'arrête, quoi, parce que on voit la personne tellement faible, tellement... Vous l'avez vu souffrir, Marie-Jeanne? Ah oui. Oui. Il souffrait dans les derniers instants. Il souffrait, il était perdu, il ne s'est pas rendu compte, mais il y a eu une perte un peu il avait plus d'oxygène, donc il perdait un peu la réalité, et il y a un moment de panique, que ça arrive. Et alors ça, c'est très culpabilisant après, parce qu'on se dit... pourquoi j'ai pensé à ça? Pourquoi je me suis dit... Mais pour qu'il soit délivré, pour qu'il ne souffre plus, Marie-Jeanne. Oui, non. Non, la culpabilité... Vous voyez, lâchez-la, parce que vous vous rendez responsable de quelque chose que vous ne pouviez pas arrêter. Ah non. Et est-ce que pour vous, j'allais dire, ça vous soulage, alors le mot entre guillemets, mais d'avoir pu être là, quelquefois, il arrive qu'on ne soit pas là et qu'un très proche, le temps qu'on s'absente, s'en aille sans nous. Est-ce que pour vous, c'était important d'être à ses côtés à ce moment-là? Ah oui. Oui, moi vraiment, j'étais pas obligée, puisque ça s'est passé dans une clinique. Les infirmières étaient très très gentilles. Elles m'ont dit, écoutez, il y a des gens qui, si vous voulez pas rester, vous partez. Mais si vous voulez, vous pouvez rester là. Je veux dire, on vous met un lit, vous restez là. Et j'étais vraiment tenue. J'ai hésité, j'ai dit non. D'abord, j'ai dit non, je vais partir, je vais rentrer chez moi. C'est pas la peine, ça sert à rien. Puis bon, après, je me suis dit si quand même, faut que je sois là. Quoi. Ça servait à rien, parce que. À rien, c'est-à-dire. Je veux dire, je sais même pas s'il a vu que j'étais là. Mais bien sûr qu'il a senti que vous étiez là. Bien sûr. Bon, si on se place dans un point de vue que, maintenant, il n'y a plus rien. Marie-Jeanne, non, je vous parle pas de l'après. Moi, je vous parle de aujourd'hui, il y a énormément d'expériences, comme justement le moment du passage, de la mort, sont des sujets sur lesquels, en fait, la science avance énormément, à grands pas depuis 10 ans, à peu près, 10-20 ans. Et aujourd'hui, on a des informations qu'on n'avait pas encore il y a 20 ans, et on sait, par l'énergie, par le psychisme, par les neurosciences, par le cerveau, tout ce que l'individu inconscient ou plus conscient capte de la présence d'informations.
Donc bien sûr que il sait que vous étiez là. Alors après, effectivement, il y a croyant, pas croyant, l'au-delà. Après, ça appartient à chacun. Mais nous sommes des êtres faits d'énergie aussi, hein. Donc et on sait d'ailleurs que quand quelqu'un décède, son énergie est encore là. C'est pour ça qu'il y a un certain temps avant d'être embaumé, enterré. Et ça, les tribus très anciennes le savaient déjà dans tous les rituels mortuaires. Oui, ça, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est ethnologie et tout ça. Bien sûr, et c'est très intéressant les rites anciens parce qu'on en apprend énormément, presque plus qu'aujourd'hui d'ailleurs, sur la mort. Et c'est important que vous ayez pu être là pour lui. Oui, parce que je me dis que tant que la personne est vivante, dans quel que soit son état, il faut respecter la vie jusqu'à la fin. Donc s'en aller, c'est pas une question de jugement moral, pas du tout. C'est aussi que quelquefois c'est pas possible et il y a ceux qui le regrettent longtemps après. Donc après, c'est aussi la personne qui s'en va. C'est quelque chose d'indicible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme vous dites, c'est pas de savoir si c'est bien ou s'il faut le faire ou ça se pose pas dans ces termes-là. Et c'est indicible et quelquefois, très souvent d'ailleurs, il se trouve que certains partent quand on a le dos tourné. Je sais pas, vous seriez allé, aux toilettes, chercher un café dans les couloirs et peut-être il serait parti à ce moment-là et parce qu'il aurait préféré être seul. Et là, en l'occurrence, vous étiez là et peut-être que c'était le bon moment aussi pour lui, en votre présence. Voilà, écoutez. Ouais. Donc on refait pas ce genre d'histoire parce qu'elles nous appartiennent pas. Vous voyez, on les décide pas, vous le décidez pas, ils le décident pas. Mais c'est quelque chose qui doit être comme ça à ce moment-là. Oui. Pour vous, c'est important. Ouais. Voilà, c'est certain, oui, c'est sûr. C'est vrai que c'est dur, hein, quand même. Hein. Bien sûr. Bien sûr, c'est même épouvantablement dur, Marie-Jeanne. Ouais. C'est le vers de Lamartine qui me vient quand je vous écoute. C'est un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Oui, et votre vie, elle est complètement dépeuplée, là. Ouais, on a vraiment... il faut que je fasse des efforts, quoi, parce que j'ai vraiment... faire des efforts. J'en parle avec ma belle-fille, puisque quand mon fils est mort, elle a vécu la même chose que moi. Elle était beaucoup plus jeune, elle. Hein. À l'époque, elle avait 35 ans. Elle me dit non, mais je me souviens qu'à l'époque, elle m'avait dit j'ai l'impression que je peux plus aimer personne, quoi. Oui, bien sûr. Elle m'avait même confié un petit moment le gamin qu'ils avaient ensemble parce qu'elle le supportait plus, quoi. Donc, vous voyez, je sais que c'est très dur, mais je me disais que peut-être que quand on est vieux, c'est moins dur, mais non. Non, parce que c'est tout. Non, c'est pas moins dur. C'est toute votre vie, puis en plus, ça doit certainement réveiller aussi la mort de votre fils. Mais oui. Donc souvent, quand on est dans la perte, ça réveille les autres deuils douloureux qu'on a vécus et tout ça ne fait qu'un. Donc non, c'est pas moins douloureux parce qu'on est âgé. Il y avait toute cette vie que vous avez vécue avec lui, ces 47 années. Ça n'atténue rien du tout. Non, c'est vrai. Non, Marie-Jeanne. Malheureusement. C'est pour ça que je vous ai un peu appelé parce que j'ai jamais consulté de psychologue. D'ailleurs, je vais peut-être aller en voir une ou un, je ne sais pas. Oui. Peut-être ça va m'aider un peu. Si je vois que je continue à être comme ça dans la peine tous les jours, il faut pas rester comme ça, je suppose non plus. C'est ça que je voulais vous demander. Oui, vous avez raison, Marie-Jeanne. Alors là, vous me dites que ça fait 3 mois, hein, c'est ça? Oui. Bon, 3 mois au regard de 47 ans de vie commune, c'est très peu. Que vous soyez encore dans la peine 3 mois plus tard, j'ai envie de vous dire, malheureusement d'employer ce mot que j'aime pas, mais c'est normal, voilà. En revanche, si vous sentez dans les mois qui viennent que c'est de plus en plus lourd, pas que ce soit de plus en plus léger parce que ça risque d'être stationnaire assez longtemps. Voilà, mais par contre, si vous sentez que la détresse remplace la tristesse, que vous rentrez dans de la détresse, de vraiment. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez de la détresse? La détresse, c'est quand tout d'un coup on est presque dans l'angoisse de vivre quand on est dans la détresse, quand on se sent très très perdu, parce qu'il y a la tristesse qu'on porte en soi,
Mais la détresse, c'est quand on ne sait plus à quoi se raccrocher, qu'on peut rien. Oui, quand on perd pied. Si vous sentez à un moment donné que vous perdez pied, oui, allez consulter, même avant, parce que là vous m'en parlez, c'est que peut-être vous en ressentez le besoin. Ça peut vous faire du bien juste de parler, juste d'être entendu, d'être écouté. Je me connais, je suis quelqu'un j'ai vécu des choses assez dures, j'ai pas une vie facile non plus, mais je sais que je tiens le coup, mais que j'ai eu des expériences où par moment, comme on dit aussi maintenant, j'ai un peu disjoncté, quoi. C'est-à-dire j'ai un peu, j'ai presque fait des bêtises par désespoir, par peur, donc j'ai. Oui. Donc vous méfiez, vous êtes inquiète. Parce que j'ai l'expérience. Oui, mais vous êtes vigilante quand même, c'est ça que vous dites. Oui, voilà, mais est-ce que j'aurai la force ? C'est ça que j'ai peur. J'ai peur de ne pas avoir la force de surmonter. Quoi. Oui, allez voir quelqu'un et en parler. Ne serait-ce juste ça d'une séance, tous les 15 jours, toutes les semaines, comme vous voulez, et de voir si ça vous fait du bien. Allez vers là où vous y trouvez un peu de réconfort pour vous. Et peut-être que simplement d'évoquer son souvenir, de parler de toutes ces années, de parler de ce que vous ressentez aujourd'hui, de tout ce que vous avez apporté, de votre fils aussi, parce que vous êtes allé voir quelqu'un après le décès de votre fils. Vous avez été accompagné? Non, déjà on était deux, il y avait mon mari, donc on s'est beaucoup soutenu. Mais je suis allé voir une fois un psychiatre parce que je perdais les clés. Pendant un moment, je laissais mes clés n'importe où je tombais. Je trébuchais dans la rue. Pendant quelques mois, vraiment, j'étais plus moi-même. Et je suis allé voir un psychiatre qui m'a simplement. J'ai presque pas parlé avec lui. Puis ma famille à l'époque, ma famille du côté de mes frères et sœurs, j'avais ma mère encore. Ont pas été gentils du tout avec moi à l'époque, donc ils m'ont vraiment pas aidé du tout. Ils en ont profité, si vous voulez, pour sortir des vieux dossiers. J'ai pas compris, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc et je suis allé voir un psychiatre qui m'a simplement donné des anxiolytiques. Ah oui, mais non. Ouais. Mais là, non. Non. J'étais plus jeune. Mais là, j'ai pas envie de ça, quoi. Non, Marie-Jeanne. En plus, il y a quand même, j'entends qu'il y a toute une histoire, tout un passé. Et donc oui, je vous le conseille. La preuve, c'est que vous-même vous le sentez. Bon courage à vous, Marie-Jeanne. Merci. Merci. Oui, merci à vous. Bonne continuation. Vous aussi. Douce nuit à vous. Merci Marie-Jeanne. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite une très belle nuit, très douce nuit. On se retrouve demain 23h. Je vous laisse en compagnie de Nikos Aliagas et de son émission Sortez du cadre. Faites de beaux rêves. À demain 23h.